Mes parents ne m'ont pas invité à la fête de l'Action de grâce. Maman a dit, ta sœur amène son petit ami pour rencontrer la famille. Elle ne veut pas que tu sois là. Ton travail manuel l'embarrasserait. Je comprends, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain, ils se sont pointés à ma porte, furieux. Et au moment où ils m'ont vu, le petit ami de ma sœur a dit quelque chose qui a tout changé. Bonjour, je m'appelle Harper Lane. J'ai 29 ans, je suis mécanicienne automobile à plein temps à Boulder, dans le Colorado, et le genre de femme que les gens décrivent comme calme au début, mais étonnamment stable une fois qu'ils me voient vraiment. Peu de gens se donnent la peine de regarder de près. J'ai passé la majeure partie de ma vie sous des ponts élévateurs de voitures, à l'intérieur des compartiments moteurs et dans l'ombre de personnes qui parlent plus fort que moi. Certains prient à l'église. Je prie avec mes mains enroulées autour d'une clé dynamométrique, en écoutant le léger clic qui me dit que quelque chose est enfin serré comme il faut. J'aime les choses qui ont du sens. Les machines, les moteurs, le métal qui ne se plie que lorsqu'on applique une force dans la bonne direction. Les gens, par contre, les gens ont rarement du sens, surtout la famille. Pendant des années, j'ai été celle qui savait comment faire les choses, la fille qui réparait les fuites, rapiéçait les cloisons sèches et vérifiait la pression des pneus de 3 voitures chaque matin de la fête de l'Action de grâce pendant que maman arrosait la dinde. Si le réfrigérateur tombait en panne, papa appelait. Lorsque Camilla a éraflé son pare-choc, j'étais celle qui traversait la ville à minuit pour le polir parce qu'elle avait un événement le lendemain matin et ne pouvait pas se présenter avec une voiture à l'aspect tragique. J'ai payé leur assurance une fois quand papa a oublié. J'ai couvert les frais d'immatriculation en retard de Camilla parce que maman prétendait qu'elle était soumise à trop de pression au travail. Et chaque fois que j'aidais discrètement, il disait la même chose, Harper est la plus forte. Elle se débrouillera. Comme si la force signifiait que je n'avais pas besoin de gentillesse. Comme si l'utilité pouvait remplacer l'amour. Camilla, ma sœur cadette de 3 ans, était tout ce que je n'étais pas, soignée, naturelle, photogénique, une étoile montante des relations publiques à Denver qui organisait sa vie comme s'il s'agissait d'un partenariat de marque, peau éclatante, appartement impeccable, boucle douce, tasse à café stratégiquement placée, citations inspirantes. Elle collectionnait les compliments comme certaines personnes collectionnent les timbres. En grandissant, c'était elle qui recevait les nouveaux vêtements, les places au premier rang à chaque événement scolaire, les éloges qui résonnaient dans notre maison comme une publicité scénarisée. J'étais l'enfant qui remplaçait le fusible défectueux au sous-sol à 10 ans parce que papa ne voulait pas appeler un électricien. Au moins, tu es utile, disait-il. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse un enfant apprend la différence entre être aimé et être utilisé. Une semaine avant la fête de l'Action de grâce, je venais de finir de remplacer les plaquettes de frein d'une Subaru lorsque mon téléphone a vibré. Maman, disait-il à l'écran. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, j'ai pris une respiration et j'ai répondu « Salut, maman. Tout va bien ?» Sa voix était coupante, trop formelle, comme si elle appelait une banque. Harper, écoute. Au sujet de la fête de l'Action de grâce cette année. Mon estomac s'est serré. Je ne savais pas pourquoi. Oui, on ne sera pas nombreux, a-t-elle dit. Camilla amène son petit ami à la maison pour la première fois. C'est important. Il travaille dans la finance, un travail très respectable, et elle veut que tout soit parfait. J'ai froncé les sourcils. D'accord. Et il y a eu une courte pause, le genre qui vous dit que la phrase suivante va faire mal. Elle ne veut pas que tu sois là. Pendant une seconde, j'ai cru mal entendre. Quoi? Ne rends pas ça difficile, a dit maman, en soupirant fortement. Tu sais comment Camilla est au sujet de l'image, de l'apparence des choses. Elle est nerveuse. Il est important pour elle que rien ne mette son petit ami mal à l'aise, et je le mettrai mal à l'aise. La question est sortie petite, presque enfantine. Harper, a-t-elle dit, en baissant la voix, ton travail, toute la graisse, les uniformes, les mains. Écoute, chérie, un travail manuel n'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Il pourrait ne pas comprendre. Camilla a dit que ça pourrait rendre les choses embarrassantes. Ma poitrine s'est serrée, comme si j'avais avalé du métal chaud. À cause de mon travail, ai-je répété doucement. C'est juste pour cette année, a dit maman. Ne sois pas dramatique. Camilla veut l'impressionner. Tu sais comment elle est. Je suis resté là au milieu du garage, entouré de l'odeur familière de l'huile et du caoutchouc, mais soudain, j'ai eu l'impression que le sol n'était plus solide. J'avais déjà été exclu de choses auparavant, des photos,
des fêtes, des blagues, mais jamais d'une fête de l'Action de grâce en famille. Jamais quelque chose d'aussi cruel. Mon esprit a essayé de me protéger de la seule façon qu'il connaissait, en s'engourdissant. Harper, a insisté maman. Dis quelque chose. J'ai avalé l'amertume qui s'accumulait au fond de ma gorge. Je comprends, ai-je dit finalement. Ma voix n'a pas craqué. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas révélé la douleur vive et tranchante qui se répandait dans ma poitrine. Elle était plate, presque douloureusement calme. Bien, a-t-elle répondu. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été raisonnable. Raisonnable? Utile? Pratique? J'ai raccroché, en fixant la faible lueur des lumières de l'atelier se reflétant sur le capot de la Subaru. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé. Le monde m'apparaissait étouffé, comme si quelqu'un avait pressé du coton contre mes oreilles. Je n'étais pas encore en colère, ça viendrait plus tard. Je n'étais pas triste non plus. J'étais suspendu dans cet endroit étrange et silencieux où la douleur devient trop grande pour être nommée. C'était un endroit familier, que je connaissais depuis l'enfance. Et c'est cette familiarité qui a fini par briser quelque chose en moi. Parce que cette fois, l'engourdissement ne ressemblait pas à une protection. Il ressemblait à de la clarté. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que le fait d'être laissé de côté n'était pas la pire chose qui puisse arriver. Parfois, être incluse par des personnes qui ne veulent de vous que lorsque vous êtes pratique est bien plus douloureux. J'ai essuyé mes mains, j'ai éteint les lumières et j'ai fermé le garage à clé. Maman pensait qu'elle avait épargné à Camilla l'embarras. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me libérer. En rentrant chez moi ce soir-là, le vent froid du Colorado s'est pressé contre ma veste comme pour essayer de passer au crible les pensées qui tourbillonnaient en moi. Je n'arrêtais pas de repasser la voix de maman dans ma tête, calme, pratique, presque ennuyée, tout en disant à sa fille aînée qu'elle n'était pas la bienvenue à la fête de l'Action de grâce à cause de son apparence. Les gens parlent toujours des grandes trahisons de la vie, mais ils ne mentionnent jamais à quel point les petites sont celles qui finissent par vous ouvrir. Et pour moi, cet appel téléphonique a brisé quelque chose qui s'affaiblissait depuis des années. L'engourdissement est resté avec moi, enveloppant mes côtes. Mais en dessous, quelque chose de vieux et de familier a commencé à remuer. Un souvenir. Non, de nombreux souvenirs, empilés comme des boîtes dans un grenier que je n'avais jamais l'intention d'ouvrir à nouveau. J'ai grandi à Fort Collins, un endroit où les maisons étaient suffisamment éloignées les unes des autres pour l'intimité, mais suffisamment proches pour que les voisins soient curieux. La nôtre était la troisième maison sur Cotton Woodland, celle avec les haies parfaitement taillées sur lesquelles maman insistait et la peinture bleue écaillée que papa avait promis de réparer mais ne l'a jamais fait. Camilla rayonnait dans cette maison. Elle l'a toujours fait. Depuis l'âge de 5 ans, les gens disaient qu'elle avait un visage pour les magazines, d'immenses yeux bruns, des fossettes, des cheveux brillants qui ne s'en mêlaient jamais. À l'école, elle a remporté des concours d'éloquence et des expositions scientifiques et le titre de plus photogénique dans l'annuaire. À la maison, ses réalisations bordaient la cheminée, des trophées, des rubans, des certificats encadrés. Chaque fois qu'elle ajoutait quelque chose de nouveau, maman rayonnait et disait « Notre Camilla brille, n'est-ce pas ?» Puis elle me jetait un coup d'œil avec un sourire doux et contrit qui n'était pas vraiment une excuse pour quoi que ce soit. Et Harper, eh bien, Harper est doué de ses mains. C'était leur façon de dire que je ne brillais pas, mais qu'au moins j'étais utile. Je me souviens encore d'avoir une œuvre lorsque la chaîne de mon vélo s'est cassée. Papa se tenait dans l'allée, se grattant la tête, agacé par ce désagrément. Je me suis accroupi à côté, étudiant le maillon cassé comme certains enfants étudient les puzzles. 15 minutes plus tard, la chaîne était remise en place. Papa a cligné des yeux et a grogné, ou, au moins tu sers à quelque chose. Je ne savais pas si je devais être fier ou embarrassé. Quelque chose en moi a décidé que cela n'avait pas d'importance tant que je ne dérangeais pas. Quelques années plus tard, j'ai réparé un robinet qui fuyait et dont maman se plaignait depuis des semaines. J'avais 12 ans. Je me souviens encore de m'être agenouillé sur le sol de la salle de bain avec une serviette sous moi, mes mains rouges à cause de l'eau froide. Lorsque le goutte à goutte a finalement cessé, maman ne m'a pas embrassé ou remercié. Elle a appelé dans le couloir, « Voyez, Harper est si serviable. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. » Mais elle l'a dit comme si j'étais un outil, pas une fille. Ce schéma n'a jamais changé. Lorsque la tondeuse à gazon s'est bloquée, je l'ai réparée. Lorsque la prise de courant a cessé de fonctionner, je les ai remplacés. Lorsque le décodeur câble est mort,
je les démontais et je les ramenais à la vie. Plus je réparais de choses, plus il comptait sur moi, non pas parce qu'il m'aimait, mais parce que j'étais pratique. Camilla, quant à elle, ne levait pas le petit doigt. Elle passait d'une réussite à l'autre, les caméras la suivant comme des compagnons invisibles. Elle entrait dans la maison en tenant une autre médaille, et les yeux de papa s'illuminaient d'une sorte de fierté que je n'ai jamais réussi à gagner, peu importe le nombre de batteries de voitures que j'ai remplacées ou d'armoires que j'ai réparées. « Regardez ça », disait-il en lui tapotant le dos. Notre surdoué. Puis il se tournait vers moi et hochait la tête. « Harper, prends la boîte à outils. » La porte de derrière est de nouveau coincée. L'amour est facile à repérer lorsqu'il est donné librement. Mais lorsqu'il s'accompagne de conditions, on apprend à vivre de miettes, reconnaissant des restes, même s'ils ne vous remplissent jamais. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires, il n'y a jamais eu de discussion sur l'université, pas parce que je n'avais pas les notes. J'étais solide, pas spectaculaire, mais je travaillais dur et j'aimais apprendre. La vérité était plus simple. Camilla avait plus besoin de l'argent. Maman m'a dit doucement que certains enfants étaient faits pour l'enseignement supérieur, et papa a ajouté que les gens comme toi réussissaient mieux avec un métier. Quoi qu'il en soit, ils l'ont dit comme s'ils me protégeaient, me dirigeant vers quelque chose de sensé. Alors, j'ai pris un emploi de balayeur de sol dans un atelier automobile local. C'était censé être temporaire. Mais les choses temporaires deviennent permanentes lorsque personne n'attend rien de différent de vous. Pourtant, quelque chose s'est passé dans ce garage. Quelque chose de calme, quelque chose de réel. Les moteurs ne me jugeaient pas. Les machines ne mentaient pas. Le métal se fichait de savoir si mes cheveux étaient photogéniques ou si ma posture était bonne pour les photos de famille. Dans le garage, je suis devenu quelqu'un. J'ai appris les courroies de distribution, les systèmes de freinage, les carburateurs, les diagnostics électriques. Mes mains ont trouvé un rythme, mon esprit a trouvé la clarté et mon cœur, aussi brut qu'il soit, a trouvé un endroit où il n'avait pas à prouver sa valeur toutes les 5 minutes. Je n'ai pas choisi ce travail parce que c'était un travail manuel, me suis-je dit une fois en serrant un boulon sous un camion. Je l'ai choisi parce qu'il dit la vérité. Et cette vérité était la mienne, même si ma famille ne l'a jamais vue. Avec le temps, la douleur d'être négligé est devenue quelque chose avec lequel j'ai juste appris à vivre, comme une cicatrice que l'on oublie jusqu'à ce que quelqu'un appuie dessus. Alors, quand maman m'a désinvité de la fête de l'Action de grâce parce que mon travail pourrait embarrasser Camilla, cela ne m'a pas surprise. Cela a fait mal, mon Dieu, cela a fait mal d'une manière qui a creusé ma poitrine. Mais ce n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était la sensation sous la douleur, pas la colère, pas la tristesse, quelque chose de plus calme, un relâchement doux et régulier, comme si des doigts qui m'avaient agrippé pendant des années finissaient par glisser, un abandon, mais pas du genre vaincu, une libération silencieuse et involontaire. Je me suis assise dans mon camion ce soir-là, le moteur ronronnant doucement sous ma main, et j'ai réalisé quelque chose de choquant, je ne me battais plus pour rester membre de leur famille. Je me laissais enfin partir. L'engourdissement a duré toute la nuit, mais le lendemain matin, il s'était adouci en quelque chose d'autre. Une douleur, oui, mais une douleur discrète, comme une ecchymose qui ne fait mal que lorsque l'on se souvient de la façon dont on l'a reçue. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains, regardant le mince givre qui recouvrait la cour arrière. La fête de l'Action de grâce était dans une semaine. Pour la première fois de toute ma vie, je ne faisais pas partie du plan. Pas en tant que fille, pas en tant que sœur, même pas comme une arrière-pensée. Et aussi étrange que cela puisse paraître, une fois la douleur apaisée, il y avait une clarté inattendue en dessous. S'ils ne voulaient pas de moi à leur table, alors peut-être qu'il était temps que j'arrête d'attendre une invitation qui ne venait jamais librement. Peut-être qu'il était temps de construire quelque chose de mon propre chef. Cette pensée est restée avec moi pendant tout le trajet jusqu'au garage. Le garage Redwood était le même que d'habitude, de grandes portes roulantes, la faible odeur d'essence, le sol en béton fissuré, mais ce matin-là, il était différent. Il ressemblait à une possibilité. J'ai déverrouillé la porte, suis entré et allumé les lumières. Le vide ne me semblait pas solitaire. Il semblait ouvert, vierge, prêt à tout ce que je voulais en faire. Et pour la première fois de ma vie, je voulais que la fête de l'Action de grâce signifie quelque chose qui n'implique pas de faire semblant que ma famille m'aime comme les familles sont censées le faire. Je voulais de la chaleur. Je voulais de l'authenticité. Je voulais une communauté, celle que l'on construit, pas celle dans laquelle on est par accident.
L'idée est venue lentement, puis d'un seul coup. Mon esprit s'est d'abord tourné vers Monsieur Owens. Il habitait à 3 maisons de chez moi, un facteur à la retraite dont les enfants vivaient sur la côte et ne lui avaient pas rendu visite depuis des années. L'hiver dernier, je l'ai trouvé en train de pelleter la neige seul à 5 heures du matin parce que personne d'autre ne prenait la peine de l'aider. Ensuite, j'ai pensé à Marissa, la mère célibataire qui était tombée en panne devant mon garage la fête de l'Action de grâce dernière lorsque la batterie de sa voiture était morte. Je l'ai ramenée, elle et sa fille, à la maison, j'ai réparé la batterie gratuitement, et elle a pleuré dans son écharpe parce qu'elle disait que personne n'avait jamais fait quelque chose de gentil pour elle sans rien attendre en retour. Et puis il y avait les adolescents du foyer pour jeunes, ceux à qui j'enseignais l'entretien automobile de base le samedi matin, des enfants qui avaient eu des familles bien pires que la mienne, des enfants qui se présentaient toujours, essayaient toujours, me regardaient toujours comme si j'étais quelqu'un de stable dans un monde qui n'arrêtait pas de les décevoir. C'étaient tous des gens qui méritaient une table, des gens qui méritaient de la chaleur, des gens qui méritaient qu'on se souvienne d'eux lors d'une fête construite autour de l'idée de la gratitude. Et peut-être que d'une manière étrange, j'avais aussi besoin d'eux. Une fois que j'ai décidé, mon corps a bougé par instinct. J'ai conduit jusqu'au magasin, en poussant un chariot rempli de dindes, de pommes de terre, de farces, de canneberges, de tartes, de plateaux, de papier d'aluminium et d'assiettes en carton décorées de minuscules citrouilles oranges. J'ai pris des guirlandes lumineuses à ampoules chaudes, une nappe à carreaux, des bougies parfumées à la cannelle, des radiateurs jetables et une grande table pliante. J'en ai acheté plus que nécessaire et je ne me suis pas senti le moins du monde coupable. Certaines choses valent le coup. De retour au garage, j'ai balayé le sol en béton, roulé les coffres à outils contre les murs et essuyé le long établi jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai accroché des guirlandes lumineuses au chevron, en regardant les lueurs chaudes se répandre dans la pièce jusqu'à ce que le garage ressemble moins à un endroit pour les vidanges d'huile et plus à une étrange cabane de vacances improvisée. La nappe a adouci la table en métal. Les radiateurs bourdonnaient doucement dans les coins, puis j'ai posé la nourriture sur le comptoir, en assaisonnant la dinde, en tranchant les pommes, en préparant la farce. La musique résonnait de mon petit haut-parleur Bluetooth, guitare douce, voix chaude, rien de dramatique, le genre de musique qui remplit le silence sans rien exiger de lui. Quelque part entre l'épluchage des pommes de terre et l'arrosage de la dinde, cela m'a frappé. C'était la première fête de l'Action de grâce que je préparais pour moi-même. Pas pour ma famille, pas pour impressionner qui que ce soit, pas parce que quelqu'un avait besoin que je répare quelque chose, mais parce que je le voulais. Et cette pensée, cette minuscule étincelle d'appropriation, me réchauffait plus que les radiateurs ne pourraient jamais le faire. Quand le jour est enfin arrivé, le ciel était bleu pâle et vif avec le froid. J'ai ouvert la porte du garage pour laisser entrer la lumière, puis j'ai attendu. Monsieur Owens est arrivé en premier, tenant un petit récipient de biscuits qu'il avait acheté au magasin. Je ne savais pas quoi apporter, a-t-il dit, presque désolé. Je n'ai pas assisté à un dîner de fête de l'Action de grâce depuis un certain temps. Vous êtes parfait, lui ai-je dit, et je le pensais. Puis est venue Marissa, portant sa fille sur sa hanche, toutes deux emmitouflées dans des écharpes assorties. Les yeux de la fillette se sont illuminés à la vue des lumières au-dessus de sa tête. Cet endroit a l'air magique, a-t-elle chuchoté, et ma gorge s'est serrée. Un par un, les adolescents sont arrivés, maladroits, incertains, mais souriants. Ils se sont assis à la longue table, en se passant de la purée de pommes de terre et en riant de cette manière insouciante que seuls les jeunes peuvent avoir. Quelqu'un a branché son téléphone et a mis de la musique qui était beaucoup trop forte, mais qui a fait sourire tout le monde. Quelqu'un d'autre a posé des questions sur la Mustang que j'avais restaurée. Quelqu'un d'autre a aidé à découper la dinde. Peu importait qui ils étaient ou d'où ils venaient. Pendant quelques heures, nous étions juste des gens partageant la chaleur dans un garage éclairé par des guirlandes lumineuses et de l'espoir. Et en les regardant, quelque chose a changé tranquillement en moi. Je ne me sentais pas oublié. Je ne me sentais pas exclu. Je ne me sentais pas inférieur. Je me sentais pleine, présente, entière. Pour la première fois de toute ma vie, la fête de l'Action de grâce ne consistait pas à attendre une place à la table de ma famille. Il s'agissait de construire la mienne et de réaliser que c'était exactement là où je devais être. Et alors que les rires montaient et que les lumières brillaient contre les murs du garage, j'ai compris une simple vérité, le sens ne vient pas des gens qui refusent de vous voir, il vient des gens que vous choisissez. Et cette année, je me suis enfin choisi moi-même. Le lendemain matin du dîner de la fête de l'Action de grâce dans mon garage, je me suis réveillé avec une légère odeur de cannelle et de dinde rôtie qui persistait encore sur mes vêtements.
J'avais mal au dos à force d'être debout toute la journée, mais c'était une bonne douleur, celle qui vient du fait de faire quelque chose qui nourrit plus qu'une simple table. J'avais à peine tiré mes cheveux en un chignon désordonné quand la sonnette a explosé à travers ma maison comme si quelqu'un la frappait au lieu d'appuyer dessus. Il était 8 heures du matin, trop tôt pour les livraisons, trop tôt pour quiconque de poli. Je me suis figé une demi-seconde, un picotement parcourant mon dos. Un seul type de personne sonne à une sonnette comme ça, la famille qui pense avoir le droit d'entrer dans votre vie. Quand j'ai ouvert la porte, toute la chaleur de la nuit précédente s'est évaporée. Debout sur mon porche se trouvaient mes parents, Camilla et un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ils n'étaient pas seulement debout, ils tempêtaient sur place, vibrant d'indignation comme s'ils avaient répété leur indignation dans la voiture. Et à en juger par la BMW noire brillante garée de travers le long du trottoir, cette voiture appartenait à l'étranger, le petit ami que Camilla voulait désespérément impressionner. Finalement, maman a craqué, me repoussant comme si ma porte était un inconvénient. Nous frappons depuis 5 minutes. Ils n'avaient absolument pas frappé. Ils avaient appuyé sur la sonnette une fois, comme un missile. Papa l'a suivi à l'intérieur sans attendre la permission, secouant la tête de manière dramatique. C'est ridicule, Harper. Absolument ridicule. Camilla s'est pavanée après eux, les bras croisés, les yeux tellement roulés que j'ai pensé qu'elle pourrait basculer. L'homme, grand, cheveux soignés, manteau coûteux, s'est attardé derrière, l'air mal à l'aise. Il n'était clairement pas habitué à entrer de force dans les maisons des gens sans y être invité. J'ai fermé la porte tranquillement, laissant leur chaos envahir mon salon sans dire un mot. Maman s'est retournée vers moi, pointant un doigt verni comme si elle m'accusait devant un tribunal. Pourquoi as-tu dit à grand-maman Cheryl que tu n'étais pas invité à la fête de l'Action de grâce? À quoi pensais-tu? Sais-tu quelle image cela donne de nous? Maintenant, tout le monde appelle, pose des questions. J'ai cligné des yeux. Je lui ai dit la vérité. Tu n'avais pas besoin d'être dramatique à ce sujet, a sifflé maman. Je t'ai simplement dit de faire l'impasse cette année. Camilla avait besoin que les choses se passent bien. Papa a renchéri, d'une voix exaspérée. Tu es toujours si sensible, Harper, tu prends toujours les choses de travers. Sensible, dramatique, exagérant. C'est drôle de voir comment, chaque fois que je leur répétais leurs mots, ils étaient soudainement déformés. Mais quand ils les disaient, ils étaient juste honnêtes. Camilla se tenait dans le coin, les bras croisés, les lèvres pincées de dégoût. Elle m'a lancé un regard si acéré qu'il aurait pu couper le métal. C'est littéralement incroyable que tu fasses ça pour toi, a-t-elle dit. Sais-tu à quel point il est stressant de présenter quelqu'un à ta famille? Et tu as dû aller pleurer auprès de grand-maman parce que tu n'étais pas invité. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine. Mais avant que je puisse répondre, le petit ami, la seule personne qui était restée silencieuse, s'est finalement approché, m'étudiant avec un hochement de tête curieux. Attendez, a-t-il dit soudainement, sa voix prudente, presque stupéfaite. Attendez, Harper Lane? Tous les trois se sont tournés pour le regarder, confus. J'ai cligné des yeux. Oui. Ses yeux se sont écarquillés. C'est-à-dire Harper Lane? La pièce s'est figée. Maman a plissé les yeux. Papa a froncé les sourcils. Camilla avait l'air agacée que quelqu'un interrompe sa performance. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste répété, oui. L'homme a pris une inspiration comme pour s'assurer qu'il ne l'imaginait pas. Vous êtes celle qui a restauré cette Mustang de 1971 au Redwood Garage, n'est-ce pas? Je n'ai pas bougé pendant un moment. Puis j'ai hoché la tête lentement. Tout son visage s'est illuminé. Oh mon Dieu, je le savais. C'était votre travail. Cette restauration est devenue virale dans les forums automobiles. Tout le monde en parlait. Les détails seuls étaient fous. Votre soudure, votre recablage électrique. Je veux dire, sérieusement, cette voiture était digne d'une salle d'exposition. La maison s'est tue, parfaitement silencieuse. Ethan. Il devait être Ethan. Le petit ami que Camilla vénérait me regardait comme si j'étais quelqu'un qui méritait d'être admiré, quelqu'un dont il avait lu des choses, quelqu'un qu'il respectait. Personne dans ma famille ne m'avait jamais regardé comme ça. L'expression de Camilla s'est tordue instantanément, d'abord la confusion, puis l'incrédulité, et enfin quelque chose d'amer, d'acéré et de laid. Attendez, quoi, a-t-elle bredouillé? Vous parlez d'elle, Harper? Ma sœur Harper? Ethan la regarda,
surpris par son ton. Oui, elle est en quelque sorte un nom dans la scène de la restauration de voitures classiques. Les gens suivent son travail. Il s'est retourné vers moi. Je ne savais pas que vous viviez dans le coin. Votre savoir-faire est vraiment impressionnant. Mes parents le fixaient comme s'il s'était divisé en deux personnes. Maman a forcé un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, allez. Elle se contente de réparer des voitures. Ethan a secoué la tête fermement. Non, pas comme ça. Ce qu'elle a fait avec cette Mustang? C'est de l'art. La tension dans la pièce s'est déplacée brusquement. Pendant des années, ils avaient traité mon travail comme quelque chose d'embarrassant, quelque chose qui me diminuait, quelque chose dont Camilla devait s'excuser dans les situations sociales. Maintenant, voici l'homme qu'elle voulait désespérément impressionner, qui me louait, m'admirait, reconnaissait ce qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Les joues de Camilla sont devenues rouges d'humiliation, sa mâchoire serrée comme si elle essayait de maintenir son visage ensemble. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu ressentir quelque chose que je ressentais depuis des années, la piqûre d'être éclipsé. Sauf que je n'essayais même pas. Je n'avais pas dit un seul mot. Je n'avais pas besoin de le faire. Ethan avait tout dit pour moi. Pendant un moment, personne n'a parlé. L'air dans mon salon semblait s'épaissir, lourd du genre de silence qui expose chaque insécurité, chaque vérité non dite. Mes parents ont regardé Ethan comme s'il venait de les insulter, puis moi comme si je leur avais caché un secret scandaleux, comme si mes réalisations étaient un acte de trahison. Ethan, pendant ce temps, continuait de m'étudier avec une admiration sincère, ses yeux chaleureux d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué dans ma propre maison. J'ai lu des choses sur cette Mustang sur 3 forums différents, a-t-il dit, l'excitation dans sa voix grandissant. Quelqu'un a publié une analyse de la restauration. Les gens se disputaient dans les commentaires pour savoir si elle avait été faite par un atelier professionnel ou un spécialiste. Personne ne croyait que cela venait d'un petit garage. Son regard s'est légèrement adouci. Mais maintenant je le vois. C'est le savoir-faire. C'est toi. Tu es celle dont tout le monde parlait. La bouche de Camilla s'est ouverte. Son sourire parfait, entraîné aux relations publiques, luttait pour rester intact, tremblant légèrement au coin. C'était la première fois que je la voyais incertaine de sa place dans une pièce, et cela l'a surprise. Elle a essayé d'en rire, en jetant ses cheveux comme elle le faisait toujours quand elle voulait que l'attention soit redirigée vers elle. Chérie, sérieusement, il s'agit juste de réparer des voitures. N'importe qui peut changer un pneu ou quoi que ce soit. Ethan a cligné des yeux, sincèrement confus. Changer un pneu, Camilla? Elle a reconstruit un bloc moteur entier. Elle a restauré une voiture qui était rouillée derrière une grange depuis 20 ans. Comprenez-vous la précision que cela demande? Le visage de Camilla a rougi plus profondément, ses narines se dilatant d'indignation. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, a-t-elle murmuré. Je dis juste que ce n'est pas spécial. Maman s'est interposée, désireuse de rétablir la hiérarchie qu'elle avait passé 3 décennies à construire. Exactement, a-t-elle dit sèchement. Les gens réparent des voitures tout le temps. Ce n'est pas comme si elle était médecin ou avocate. C'est un métier salissant. N'importe qui peut l'apprendre. L'expression d'Ethan a changé, la gentillesse s'estompa de ses traits alors qu'il la regardait avec un niveau d'incrédulité qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. Non, a-t-il dit fermement, sa voix tombant dans quelque chose de plus froid, de plus certain. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'elle fait, même pas de près. Papa s'est hérissé, clairement pas habitué à ce que quelqu'un remette en question son autorité dans la maison de sa propre fille. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ethan s'est tourné vers lui, les mains calmement glissées dans les poches de son manteau. Cela signifie que le talent est le talent, a-t-il dit. L'habileté est l'habileté, et que vous aimiez le domaine ou non, cela ne change rien au fait que votre fille est incroyablement douée dans ce qu'elle fait. Les gens voyagent à travers les frontières des États pour son travail. Les influenceurs parlent d'elle sur leur chaîne. Les ateliers référencent ses projets lors de la formation des apprentis. Il m'a lancé un sourire rapide, presque apologétique, comme s'il voulait atténuer le choc pour ma famille, mais il ne pouvait pas mentir pour protéger leur fierté. Vous devriez être fier d'elle. Je le serais. La pièce tremblait de tension. Je pouvais voir le moment où la vérité s'est posée, lourde, importune, indéniable. Ma famille, qui avait passé toute ma vie à polir Camilla tout en s'essuyant les mains sur moi comme sur un chiffon,
s'est soudain retrouvée devant un miroir qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et ils ont détesté ce qu'ils ont vu. Les yeux de Camilla ont clignoté de panique. Sa réputation, son image, le piédestal brillant sur lequel elle vivait, Ethan avait levé un marteau sans même se rendre compte qu'il en tenait un. « Je ne comprends pas pourquoi cela importe », a-t-elle claqué, sa voix se brisant légèrement. Ce n'est pas comme si elle était. Elle s'est arrêtée avant de dire quelque chose qu'elle ne pouvait pas reprendre. Mais elle en avait déjà dit assez, déjà révélé assez. Ethan la regarda comme quelqu'un qui regarde un étranger qu'il pensait connaître. « Pourquoi parlez-vous d'elle comme ça ?» a-t-il demandé doucement. « C'est ta sœur. » La mâchoire de Camilla s'est serrée. « Et je vous le dis, elle ne l'est pas. Elle n'est pas ce que les gens pensent qu'elle est. » Ethan a haussé un sourcil. « Et que pensez-vous qu'elle est ?» Camilla s'est débattue pour trouver une réponse, sa voix s'élevant avec frustration. « Une mécanicienne, quelqu'un qui travaille avec de la graisse, des moteurs et... » Ethan a insisté. Elle a hésité. « Et ce n'est pas impressionnant », a-t-elle finalement murmuré. « Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin de le faire. » Ethan s'est retourné vers moi, sa voix douce mais forte. « Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, votre travail est parmi les meilleurs que j'ai vus. Je le pense. » Et quelque chose dans son ton, l'absence de condescendance, le respect sincère, m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru, non pas parce que j'avais besoin d'une validation, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un me l'offrait sans rien demander en retour. Ma famille l'avait remarqué aussi. Ils pouvaient voir le changement. Ils pouvaient voir que quelqu'un me voyait enfin, pas la version qu'ils avaient façonnée, pas le rôle dans lequel ils m'avaient poussé, mais moi. Et plus ils s'en rendaient compte, plus ils paniquaient. Les lèvres de maman se sont pincées en une fine ligne. Les sourcils de papa se sont froncés si profondément qu'ils se touchaient presque. Camilla avait l'air de vouloir griffer l'air. Leur récit parfait Camilla, l'enfant chéri, moi, l'ombre se fissurait, et les fissures s'élargissaient rapidement. C'est ridicule, siffla maman. Ethan, tu en fais toute une affaire. Ce ne sont que des voitures. Ethan se redressa, sa voix calme et définitive. Non, c'est de l'artisanat. C'est de la maîtrise, et quiconque ne voit pas cela choisit de ne pas le voir. Mes parents ont tressailli comme s'ils les avaient giflés. Camilla avait l'air physiquement malade, et moi, silencieuse, tachée d'huile, négligée toute ma vie, je me tenais là, ressentant une chaleur inconnue mais indubitable monter lentement dans ma poitrine du respect, non exigé, non mendié, juste donné. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas rayonné. Je ne leur ai pas renvoyé leurs années d'insultes. Je suis simplement resté immobile et j'ai laissé la vérité parler d'elle-même. Et d'une manière ou d'une autre, cela les a rendus encore plus en colère, car rien ne menace plus les personnes qui fondent leur valeur sur les apparences que quelqu'un qui fonde sa valeur sur la substance. Pendant un moment après que les éloges d'Ethan aient plané dans l'air, la pièce a tenu en équilibre sur un bord instable, comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre parle en premier. Mes parents avaient l'air stupéfaits. Camilla avait l'air humiliée. Et Ethan avait l'air déconcerté par le champ de mine émotionnel dans lequel il était entré accidentellement. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le véritable objectif de leur visite remonte à la surface. Cela a commencé avec maman qui s'éclaircit la gorge, ce petit son exagéré et théâtral qu'elle faisait toujours avant de délivrer de mauvaises nouvelles enveloppées d'une fausse douceur. Eh bien, dit-elle sèchement, reprenant son sang-froid. Maintenant que ce malentendu est écarté, nous pouvons en venir à la raison pour laquelle nous sommes réellement venus. Elle joignit ses mains comme si elle était sur le point de faire une prière. Nous avons besoin de ton aide, Harper. Bien sûr qu'ils en avaient besoin. C'était toujours la même histoire, habillée d'excuses différentes. Papa s'avança, frottant sa nuque comme il le faisait toujours quand il voulait paraître lésé plutôt qu'irresponsable. Le toit fuit encore, dit-il. Ça goutte directement au-dessus de la table à manger. Tu aurais dû voir le désordre après la dernière tempête. Maman intervint, sa voix s'élevant. Et nous avons besoin qu'il soit réparé avant le dîner de Noël. Nous recevons cette année, et je ne veux pas de taches d'eau devant toute la famille. Papa hocha la tête fermement comme s'il était d'accord avec sa propre déclaration. Tu devras passer et régler ça. Peut-être aujourd'hui. Ils n'ont pas demandé. Ils ont donné des instructions, comme toujours. Et puis Camilla s'avança, rejetant ses cheveux en arrière d'un air renfrogné. Aussi, dit-elle, j'ai besoin de $3000. Ethan cligna des yeux de surprise.
Pourquoi faire? Elle ne l'a même pas regardé. Décoration de Noël. Mon thème cette année est le luxe hivernal, et toutes les bonnes choses se vendent tôt. Harper aide généralement avec ça. Je me suis tourné vers elle lentement. 3000 $ pour des décorations? Elle leva les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Ça couvre à peine les centres de table. La mâchoire d'Ethan se contracta. C'était la première fois que je le voyais moins qu'impressionné par elle. Mais Camilla ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à foncer tête baissée. Et avant que tu ne commences, ajouta-t-elle, je suis à la traîne sur ma carte de crédit à nouveau parce que maman et papa m'ont demandé de couvrir certaines choses. Donc, si tu pouvais payer les minimums pour les 2 prochains mois jusqu'à ce que je rattrape, elle fit un geste vague comme si j'étais un distributeur automatique vivant avec de l'huile de moteur sous mes ongles. Tu sais, les affaires de famille. Ils me fixaient tous les 3, dans l'attente, avec un sentiment de droit acquis, absolument convaincu que bien sûr je dirais oui, parce que je disais toujours oui, parce qu'à leurs yeux c'était mon rôle, réparatrice, aide, celle qui gère, celle qui se sacrifie, celle qui ne se plaint pas, la fille utile. Mais quelque chose avait changé en moi depuis l'appel téléphonique, depuis la fête de l'Action de grâce au garage, depuis qu'Ethan avait regardé mon travail avec respect plutôt qu'avec dégoût. Et maintenant, debout dans mon propre salon, entouré de personnes qui ne venaient que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose, je sentais la partie de moi qui avait l'habitude de se plier si facilement refuser de plier. Non, dis-je. Le mot sortit stable, silencieux, mais il atterrit comme un coup de tonnerre. Maman cligna des yeux, stupéfaite. Quoi? Non, répétai-je. Je ne répare pas le toit. Je ne paie pas les décorations de Noël, et je ne couvre pas les dettes de carte de crédit de Camilla. Pas cette fois. Le silence qui suivit n'était pas ordinaire. Il était aigu, tranchant la pièce comme une lame. Le visage de papa se tordit d'abord, rouge et furieux. Tu te moques de moi, aboya-t-il. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'ai failli rire, mais maman le devança, sa voix s'élevant sur un ton strident et en colère. La famille est de la famille, cria-t-elle comme si elle invoquait une loi sacrée. Tu es incroyablement égoïste. Papa pointa un doigt vers moi. Tu penses toujours être meilleur que nous, à te promener avec ta petite mine satisfaite, à faire comme si tu étais au-dessus de la famille. Camilla intervint instantanément, désespérée de retrouver la sympathie d'Ethan. Tu vois, dit-elle sèchement à Ethan. C'est exactement ce que je t'ai dit. Elle adore jouer la victime. Elle n'aide jamais à moins de vouloir se sentir supérieure. Ethan la regarda, horrifié. Camilla, elle vient de dire qu'elle vous a aidé. Quoi? Pendant des années. Vous vous écoutez au moins. Mais Camilla s'en fichait. Mes parents non plus. Ils ne sont pas venus pour négocier. Ils sont venus pour collecter. Et j'en avais assez d'être collecté. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je me suis écarté. Vous devez tous partir, dis-je. Maman avait l'air d'avoir été giflée. Pardon? Partez, répétai-je, toujours calme. Je ne fais plus ça. Papa frappa sa paume contre le mur. Ingrate. Sortez, dis-je. Quelque chose dans ma voix a dû changer alors parce qu'ils ont tous les 3 tressailli. Je ne criais pas. Je ne craquais pas. Je n'étais même pas en colère d'une manière dramatique et enflammée. J'en avais fini, et ils l'ont senti. Ils sont sortis en titubant, criant toujours, pointant toujours du doigt, insistant toujours sur le fait que je leur devais quelque chose. Maman hurla depuis le porche, on vous a élevé. On vous a nourri. C'est comme ça que vous nous remerciez? Papa cria, tu vas le regretter. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que personne ne veut de toi. Camilla hurla, Ethan, allons-y. Ne lui parle même pas. Mais Ethan ne bougea pas. Il se tenait sur l'allée, les yeux fixés sur moi, déconcerté par la tempête qui se déroulait autour de lui. Mes parents ont continué, le volume augmentant, les accusations fusant, l'indignation résonnant dans toute la rue. Les voisins jetaient un coup d'œil à travers les rideaux, les chiens aboyaient, l'air froid mordait ma peau, et pourtant je suis resté calme. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai fermé la porte doucement, et au moment où le loquet a cliqué, les cris à l'extérieur se sont atténués en un bruit distant et pathétique, un bruit auquel je n'appartenais plus, un bruit qui ne pouvait plus m'atteindre. Et pour la première fois de ma vie,
j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti, l'autonomie. Lorsque les cris se sont finalement dissipés dans l'air froid du matin, je me suis tenu seul dans mon salon, fixant la porte fermée et ressentant un calme inattendu s'installer sur moi. Pas de culpabilité, pas de peur, pas la vieille impulsion familière de courir après eux et de m'excuser pour une limite que j'avais parfaitement le droit de fixer. Juste du calme, comme si quelqu'un avait baissé le volume d'une vie de bruit. Je suis retourné dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis appuyé contre le comptoir. Mes mains tremblaient, non pas de doute, mais de soulagement. Pendant 29 ans, j'avais été conditionné à croire que ma famille avait du pouvoir sur moi, que leur approbation était une monnaie que je devais gagner, que ma valeur était mesurée par la rapidité avec laquelle je résolvais leurs problèmes. Et maintenant, avec un mot silencieux, je savais que toute cette structure s'était effondrée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de savoir, c'est que la version de moi qu'ils gardaient dans leur tête était dépassée de plusieurs années. Ils imaginaient encore la fille qui a quitté le lycée et balayé les planchers dans un garage poussiéreux. Ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre ce qui s'est passé après. Ils n'ont jamais vu les nuits où je suis resté tard à étudier les schémas de câblage, les matins où je suis arrivé avant le lever du soleil pour pratiquer la soudure jusqu'à ce que mes mains aient des cloques, les certifications que j'ai obtenues, les clients que j'ai conquis, les véhicules que j'ai restaurés de squelettes rouillés en histoire vivante. Ils n'ont jamais demandé pourquoi des gens d'autres États ont conduit pendant des heures pour apporter leur voiture chez moi. Ils ne se sont jamais demandé comment je payais mes factures, ni comment je gérais les réparations, ni pourquoi mon garage était de plus en plus fréquenté chaque année. Parce que dans leur esprit, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui travaillait avec de l'huile sous ses ongles, ne pouvait monter si haut. Ils ont vu mon plafond. Ils l'ont décidé pour moi. Et puis ils n'ont plus jamais vérifié. La vérité était simple. Il y a 2 ans, j'ai acheté Redwood Garage au propriétaire lorsqu'il a pris sa retraite. Pas une location, un achat. Mon nom était sur l'acte de propriété. J'avais économisé pendant des années de longues nuits, des quarts de travail double, des projets parallèles, des commissions de restauration de voitures classiques jusqu'à ce que j'ai enfin assez pour faire l'offre. Il a accepté, m'a dit qu'il n'avait jamais vu personne avec des mains aussi intelligentes que les miennes, m'a remis les clés et m'a serré dans ses bras comme une fille. J'ai développé l'entreprise lentement au début, une mise à niveau de l'ascenseur, de meilleurs outils, de l'équipement sur mesure pour la restauration de voitures classiques. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit, la reconnaissance. Des photos de ma reconstruction de Mustang ont été republiées par un influenceur automobile avec 2 millions de followers. Du jour au lendemain, ma boîte de réception s'est remplie. Les propriétaires de vieux pick-up, de Mustang, de Chargers, de coques de Corvette ont demandé si je prendrais en charge leur projet. Certains sont venus du Wyoming, d'autres de l'Utah. L'un d'eux est venu du Texas pour voir l'atelier, et cette attention a apporté plus d'attention. Les mécaniciens ont respecté mon travail. Les influenceurs m'ont tagué. L'équipe locale de course hors route m'a contacté pour me demander si je voulais bien aider à reconstruire et à entretenir leur camion pour la saison à venir. J'ai dit oui. Maintenant, tous les jeudis, leur véhicule s'aligne devant l'atelier, et l'équipe me fait confiance pour des machines qui valent plus que ma maison d'enfance. L'argent a commencé à augmenter. Pas vite, pas de manière flashy, mais de manière régulière. J'ai constitué un compte d'épargne suffisamment important pour couvrir les urgences. J'ai investi dans un fonds commun de placement qu'un ami comptable m'a recommandé. J'ai acheté de meilleurs équipements pour le garage et j'ai mis chaque dollar de côté pour m'assurer que l'entreprise reposait sur des bases solides. Et lentement, discrètement, j'ai construit une vie. Pas une vie glamour, pas une vie bruyante, mais une vie stable, une vie fière, une bonne vie. Le genre de vie dont personne dans ma famille ne m'a jamais cru capable, parce qu'ils ne me voyaient pas. Ils voyaient ce qu'ils pensaient que je serais toujours, la fille mécanicienne qui n'était pas présentable, la fille qui réparait leurs armoires cassées mais n'avait pas sa place sur leurs photos de dîner. Ils pensaient que mon travail était embarrassant. Ils pensaient que ma vie était petite. Mais alors que je rinçais ma tasse et la posais sur le comptoir, une lente réalisation est montée dans ma poitrine, chaude et ancrée. Je n'avais pas honte de mon travail. Pas un seul instant. Je l'aimais. Il avait un sens pour moi d'une manière dont les gens le faisaient rarement. Les moteurs ne mentaient pas. Les machines ne faisaient pas semblant. Les voitures ne me demandaient pas d'être jolies ou polies ou moins que moi-même. Mon travail n'était pas le problème. Le problème était que ma famille avait honte non pas de ce que je faisais, mais de ce qu'elle croyait que j'étais.
Et cette croyance n'avait jamais été fondée sur la vérité. L'admiration silencieuse d'Ethan plutôt les avait ébranlés parce qu'elle les forçait à affronter la réalité qu'ils avaient passé des années à nier. La fille qu'ils avaient rejetée avait construit quelque chose de réel, quelque chose de respecté, quelque chose de plus grand que leurs attentes étroites. Je me suis approché de la fenêtre avant et j'ai tiré le rideau. Mes parents étaient toujours dans l'allée, faisant les 100 pas, gesticulant sauvagement, se criant dessus maintenant que je n'étais plus disponible pour me crier dessus. Camilla pleurait dans ses mains, tandis qu'Ethan se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, la mâchoire serrée, regardant la famille dans laquelle il était sur le point de se marier se défaire comme du papier de soie mouillé. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti d'envie ou de désir. J'ai ressenti de la distance, une distance saine et nécessaire, le genre qui vient quand on voit enfin clairement. Je n'ai pas honte de mon travail, murmurai-je. Ils ont honte de moi. Le dire ne faisait pas mal, cela clarifiait. Cela libérait, parce que leur honte ne m'appartenait pas. Plus maintenant. Je me suis éloigné de la fenêtre, je suis retourné dans la cuisine silencieuse et ensoleillée de la maison que j'avais payée de mes propres mains, et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de ressentir auparavant, de la fierté. Le mois de décembre dans le Colorado a une façon d'amplifier tout. Le froid se fait plus froid. La lumière se fait plus douce. Le silence se fait plus fort. Et cette année-là, le silence de ma famille était tonitruant. Depuis que je leur avais dit non, je n'avais plus eu de nouvelles d'eux. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un des messages Facebook passifs-agressifs de maman indirectement dirigés vers moi. Mais cela ne voulait pas dire que les choses étaient calmes. Au contraire, le calme n'était qu'à la surface. En dessous, les choses se défaisaient plus vite que je ne l'imaginais. La veille de Noël arriva avec une légère neige tombant sur Boulder, saupoudrant les toits et les arbres d'un blanc délicat. J'étais au garage en train de nettoyer après avoir terminé une reconstruction sur un camion hors route lorsque mon téléphone a vibré. C'était Ethan. Un court message, « Salut, Harper. Je pense que tu voudras savoir ce qui se passe chez tes parents. Es-tu disponible pour parler ?» Je n'étais pas sûr de savoir pourquoi il me contactait après l'effondrement sur mon Porsche. Je supposais qu'il prendrait ses distances avec toute la famille, mais quelque chose dans le message semblait urgent. Je suis sorti dans le froid et je l'ai rappelé. Il a répondu immédiatement. Sa voix était tendue, incrédule, quelque part entre la frustration et l'incrédulité. C'est grave, dit-il. Vraiment grave. Je me suis appuyé contre le bardage métallique froid du garage, la neige se déposant sur mes épaules. Alors qu'il expliquait, mes parents ont passé tout le mois à insister sur le fait qu'ils accueilleraient toujours le dîner de Noël de la famille élargie. Ils ont dit à tout le monde que ce serait parfait. Camilla s'occupe des décorations cette année. Maman s'est vantée auprès de quiconque voulait l'écouter, nous voulons que ce soit élégant, digne d'un magazine. Mais la fierté coûte cher, et leur fierté avait un prix qu'ils ne pouvaient pas couvrir sans moi. Sans les $3000 que Camilla avait exigés, elle ne pouvait pas acheter le thème ou Interluxe qu'elle avait prévu. Sans argent pour la nourriture, ils ont acheté les produits congelés les moins chers qu'ils pouvaient trouver. Et sans personne pour réparer le toit, la pluie constante de décembre a fait exactement ce que fait la pluie de décembre en trouvant le point le plus faible et en le déchirant. Selon Ethan, les premiers membres de la famille sont arrivés à 15 heures. Ils sont entrés dans une maison qui sentait le jambon congelé brûlé et la moquette mouillée. Les lumières vacillaient. Les décorations étaient une triste tentative, des guirlandes bon marché, des décorations dépareillées du magasin à $1, une demi-bande de guirlandes tombant sur la cheminée comme si elle était déprimée. Et puis, juste au moment où maman se vantait qu'elle avait tout mis en place magnifiquement, une grande éclaboussure d'eau est tombée directement sur le centre de la table à manger, directement sur la nappe, suivie d'une autre et d'une autre. En moins d'une minute, une ligne complète d'eau de pluie a coulé à travers le plafond, trempant les assiettes, les ustensiles, les bougies du centre de table que Camilla avait acheté en liquidation. Les invités ont halté. Quelqu'un a crié, « Ça vient du toit ». Maman a paniqué et a couru chercher des serviettes. Papa a juré bruyamment, traînant un seau du garage. Camilla a crié que tout son thème était ruiné. Mais le pire, du moins pour eux, est arrivé quand tante Margaret a demandé avec désinvolture, « Harper ne s'occupait-elle pas de réparer des choses comme ça ?» Silence. Un silence épais et inconfortable. Puis oncle Ray a renchéri, « Oui, où est Harper ? Elle est toujours à la maison. » Cousine Terra a ajouté, « N'a-t-elle pas réparé ses gouttières l'année dernière ?» Quelqu'un d'autre a dit, « Que s'est-il passé ?
Pourquoi n'est-elle pas là? Et c'est là que ça a commencé. Le questionnement, la réalisation, les murmures se répandant dans la pièce comme un feu de forêt. Attendez, Harper n'a-t-elle pas payé votre assurance automobile l'année dernière? Je pensais que Harper avait réparé votre fournaise. Je me souviens qu'elle a payé la pénalité d'impôt foncier quand elle était en retard. Vous reposiez-vous sur elle pour tout? Ma famille a essayé désespérément de minimiser les faits. Maman a insisté sur le fait que je les avais abandonnés sans raison. Papa a affirmé que j'étais émotionnellement instable. Camilla, déjà en train de craquer, a claqué. Nous lui avons dit de ne pas venir cette année, et elle en a fait toute une histoire. Cela n'a apparemment pas aidé. Oncle Ray a haussé les sourcils. Vous lui avez dit de ne pas venir? Tante Margaret a demandé sèchement, pourquoi diable feriez-vous ça? Un autre parent a dit, alors, vous l'avez désinvitée, mais c'est elle qui a tort? Quelqu'un d'autre a chuchoté assez fort pour que la pièce l'entende. J'ai toujours su qu'ils profitaient de cette fille. Et à ce moment-là, au centre de leurs vacances parfaites qui s'effondraient, ils ont perdu la seule chose à laquelle ils accordaient plus de valeur que l'image de la famille. Ethan a dit que la conversation est devenue plus forte, plus animée. Les gens se sont retournés contre eux. Certains sont partis, d'autres sont restés seulement pour exiger des explications, et l'eau a continué à goûter, rythmique, implacable, sur la table ruinée. Leur Noël s'était noyé dans son propre toit. Ils t'ont blâmé, dit doucement Ethan à travers le téléphone, pour tout. J'ai laissé échapper un souffle qui n'était pas tout à fait un rire, mais pas de la tristesse non plus. Je sais, dis-je. Ils le font toujours. Il a hésité avant de reprendre la parole. Mais tout le monde l'a vu. L'a vraiment vu. Ils ont réalisé ce que tu as géré pour eux, combien tu as apporté. Il a expiré en tremblant comme s'il ne pouvait toujours pas croire ce dont il avait été témoin. Ta famille ne s'est pas seulement appuyée sur toi. Elle dépendait de toi comme si tu étais une poutre structurelle, et elle ne l'a jamais apprécié. Je pouvais entendre des gens crier faiblement en arrière-plan, puis des pas, puis une porte qui se fermait. Et enfin, la voix d'Ethan plus calme maintenant. J'avais besoin de sortir, dit-il. Ça me paraît mal de faire partie de ça. Il y a eu une pause, le genre qui portait un sens. Je voulais aussi dire, tu as géré tout ça chez toi avec tellement de grâce, plus qu'il ne le méritait. Ma poitrine s'est serrée, pas de douleur, mais avec quelque chose comme de la gratitude. Merci, dis-je. Il a inspiré une bouffée d'air. Je m'en vais. Je ne peux pas rester ici. Une autre pause, plus douce cette fois. Joyeux Noël, Harper. Joyeux Noël, Ethan. En abaissant mon téléphone, je n'avais pas besoin de voir la réaction de Camilla pour savoir ce qui s'était passé. Elle l'aurait entendu partir. Elle aurait entendu la douceur dans sa voix quand il m'a parlé. Et elle aurait compris, peut-être pour la première fois, que certaines pertes ne sont pas accidentelles. Certaines pertes sont méritées. La neige tombait doucement autour de moi, se déposant sur le gravier à l'extérieur du garage, et j'ai senti quelque chose de chaud se déployer dans ma poitrine. Pas de vengeance, pas de triomphe, juste de la paix. Le genre qui arrive lorsque la vérité a enfin de l'espace pour respirer. Au moment où le soir de Noël s'est installé sur Boulder, le monde extérieur s'était de nouveau calmé. La neige étouffait chaque son, la douce lueur jaune des lampadaires se reflétant sur les congères qui semblaient presque intactes. Mais à l'intérieur du garage Redwood, la chaleur se répandait dans tous les coins. Pas seulement grâce aux radiateurs portables qui ronronnaient le long des murs, mais aussi grâce aux rires. Des rires authentiques, bruts, le genre qui remplit un espace sans demander la permission. J'avais invité les mêmes personnes qui étaient venues pour la fête de l'Action de grâce. Monsieur Owens, avec ses pas lents et prudents et ses histoires sans fin sur la livraison du courrier des fêtes à travers les blizzards. Marissa et sa fille, toutes deux enveloppées dans les foulards assortis que je leur avais achetés la semaine dernière, et les adolescents du foyer pour jeunes, qui se sont présentés avec des gobelets en carton de chocolat chaud qu'ils avaient payés avec leur propre argent. Nous avons mangé des plats simples, un pot-au-feu que j'avais préparé dans une mijoteuse, de la purée de pommes de terre, des petits pains de la boulangerie du coin. Quelqu'un a mis une playlist de vieilles chansons de Noël. Quelqu'un d'autre a commencé à raconter des blagues. Il n'y avait aucune pression pour la perfection, aucune performance, aucune règle. Personne ne se souciait de la façon dont la table était mise ou si le repas était élégant. Personne n'avait besoin que je sois autre chose que moi-même. Et pour la première fois de ma vie,
je ne me suis pas senti comme une étrangère qui observait la joie des autres. J'en faisais partie. Un nœud chaud s'est formé dans ma poitrine alors que je regardais Monsieur Owens essuyer ses lunettes, riant à une blague qu'un des adolescents avait faite. Marissa a penché sa tête contre mon épaule, murmurant « Merci de vous souvenir de nous ». Sa fille a tiré sur ma manche et a murmuré « J'aime mieux Noël ici ». J'ai dégluti difficilement. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais le sentiment a enflé en moi, la réalisation que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose d'humain, quelque chose de sûr. Soudain, le garage n'avait plus l'air d'un lieu de travail. Il ressemblait à une maison, la mienne et pourtant plus que la mienne. Un endroit où j'étais désiré. Un endroit où les gens venaient parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de réparé. Je suis sorti un instant pour respirer l'air froid de la nuit, laissant les flocons de neige fondre sur mes joues. La vivacité de l'hiver me rafraîchissait après les histoires lourdes qu'Ethan m'avait racontées plus tôt sur le désastre qui se déroulait chez mes parents. Leur Noël s'était effondré sous le poids de leur propre choix. Le mien, cependant, était en train de s'élever. J'ai fermé les yeux, absorbant le calme, puis j'ai entendu des pas crisser dans la neige. Lent, hésitant, familier. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Ethan marcher vers moi, une boîte de pâtisserie à la main, sa respiration visible dans l'air froid de la nuit. Il avait presque l'air déplacé dans la faible lueur à l'extérieur du garage, manteau sombre, une couche de neige sur ses cheveux, une expression douce et fatiguée qui me disait qu'il avait trop réfléchi. Et, a-t-il dit doucement. Je sais que c'est inattendu, mais j'ai apporté le dessert. Il a soulevé la boîte. Gâteau aux pommes et à la cannelle. La recette de ma mère. Je l'ai regardé en clignant des yeux, surprise. Tu es censé être chez mes parents. Il a laissé échapper un rire sec. J'y étais, pendant environ 1 heure. Assez longtemps pour voir une fuite de toit ruiner une table à manger entière et 3 membres de la famille différents accuser ta mère de favoritisme. Il a secoué la tête. Je ne pouvais pas rester. Je me suis appuyé contre le seuil du garage, laissant la chaleur de l'intérieur effleurer mon dos. Alors, tu es venu ici? Il a hoché la tête. Oui, je l'ai fait. Pendant 1 seconde, aucun de nous n'a parlé. La neige tombait doucement autour de nous, se posant sur ses cils. La lueur des guirlandes lumineuses à l'intérieur du garage projetait un doux halo sur la neige derrière lui. Il m'a regardé comme s'il cherchait les bons mots. Puis il les a trouvés. Ceci, a-t-il dit, inclinant la tête vers les rires qui se répandaient de l'intérieur, c'est à quoi ressemble un vrai Noël. Ma gorge s'est serrée. Ethan. Non, a-t-il interrompu doucement. Laisse-moi dire ça. Il s'est approché, sa respiration se mêlant à la mienne dans la nuit froide. Je suis désolé pour tout ce que ma famille, enfin, la famille de Camilla t'a fait subir aujourd'hui. J'ai secoué la tête, mais il a levé une main. Harper, ils t'ont traité comme un objet, comme une ressource, comme un outil qu'ils possédaient, puis ils t'ont blâmé quand leur maison s'est effondrée sans que tu la maintiennes debout. Il a expiré, le son lourd de sincérité. Tu méritais mieux que ça. Beaucoup mieux. Les mots ont pénétré en moi lentement, comme de l'eau chaude dans un sol gelé. Personne ne s'était jamais interposé entre moi et ma famille de cette façon. Personne n'avait observé le dysfonctionnement et dit à voix haute que ce n'était pas de ma faute. Il n'avait pas fini et j'ai besoin de dire quelque chose d'autre. Sa voix s'est adoucie. Camilla, ce n'est pas celle que je pensais qu'elle était. Voilà. L'aveu. Doux mais honnête. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi menacé par la gentillesse, a-t-il continué. Ou d'aussi déterminé à rabaisser quelqu'un juste pour se sentir plus grand. Il a fait une pause, les yeux fixés sur les miens. Mais toi, la façon dont tu as géré tout aujourd'hui, la façon dont tu es resté calme, la façon dont tu as tenu bon, Harper, c'est de la force. Une vraie force. Quelque chose de profond en moi s'est fissuré, pas douloureusement, mais tendrement, comme un dégel. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je n'ai pas pu. Ma vue s'est brouillée, ma poitrine s'est serrée, et avant que je puisse m'en empêcher après des années à tout retenir, j'ai éclaté en sanglots. Pas des sanglots aigus et douloureux. Pas ceux qui naissent de la blessure ou de l'humiliation. C'étaient des larmes douces, chaudes et silencieuses, comme si mon corps se débarrassait enfin d'un poids que je portais depuis l'enfance. Ethan n'a pas paniqué. Il n'a pas tressailli. Il s'est avancé et a enroulé un bras autour de moi, me serrant contre lui dans la neige qui tombait pas de manière possessive, pas de manière romantique,
juste de manière humaine. Tu vas bien, a-t-il murmuré. Tu es en sécurité. J'ai pleuré plus fort, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je ne l'étais pas. Parce que quelqu'un m'a enfin vu, parce que je me suis enfin vu moi-même. Lorsque je me suis retiré, essuyant mes yeux, il m'a tendu la boîte à gâteaux. Est-ce que je peux entrer, a-t-il demandé doucement. J'ai souri, petit, tremblant, mais réel. Oui, ai-je murmuré. Tu peux. Ensemble, nous sommes retournés dans le garage, dans la chaleur, dans les rires, dans le genre de Noël que je n'avais jamais su que je méritais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti le jour de Noël, la maison. La chaleur du garage m'a enveloppé longtemps après qu'Ethan et moi soyons rentrés à l'intérieur. Les rires, le doux cliquetis des assiettes, la lueur des guirlandes lumineuses, tout semblait fragile de la plus belle des manières, comme un moment que je pouvais tenir dans mes mains. Mais la paix, surtout celle que l'on construit pour soi-même, a une façon de provoquer ceux qui profitent de votre chaos. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas longtemps. C'est arrivé vite, si vite que j'ai à peine eu le temps d'enregistrer le changement dans l'air. Un instant, la fille de Marissa tirait sur ma manche, me montrant le biscuit de Noël qu'elle avait décoré avec trop de paillettes. L'instant suivant, la porte du garage tremblait violemment comme si quelqu'un essayait de l'arracher de ses rails. Avant que je puisse bouger, les portes se sont ouvertes en grand. Le froid a fait irruption en premier, puis mes parents, puis Camilla. Leurs visages étaient déformés rage, humiliation, désespoir, tous tordus en quelque chose de presque méconnaissable. Le bruit à l'intérieur du garage est mort instantanément. Les adolescents se sont figés. Monsieur Owens a posé sa tasse. Ethan s'est redressé à côté de moi. Et ma mère, la femme qui m'avait autrefois grondé pour avoir élevé la voix à l'âge de 7 ans, a crié assez fort pour faire trembler les poutres. Ingrat. Les mots ont déchiré la pièce. Comment osez-vous nous embarrasser? Comment osez-vous ruiner notre Noël? Vous pensez être meilleur que cette famille. Mon père a pointé un doigt vers ma poitrine, son visage rouge et tremblant. Vous devez tout à cette famille. Tout ce que vous avez, c'est parce que nous vous avons élevé. Et il a fait un geste sauvage autour du garage, ce cirque, c'est comme ça que vous nous remerciez? Camilla s'est avancée, les cheveux ébouriffés, le mascara coulant, sa voix craquant comme du verre. Tu as fait partir Ethan. Tu m'as humilié. Tu as toujours voulu ce qui est à moi, et maintenant tu essaies de voler mon petit ami, aussi. Tu es fier de toi. Des halètements ont parcouru le garage. Pas des halètements dramatiques, juste des respirations silencieuses et choquées de personnes qui connaissaient la vérité et ne reconnaissaient pas les personnes qui se tenaient à la porte. Mes parents ont continué à crier par-dessus l'autre, leurs mots trébuchant sur la colère. Vous nous faites perdre la face. Maman a crié. Tout le monde pense qu'on vit à vos crochets. Vous nous faites passer pour des pathétiques. Papa a claqué sa main contre la table en métal. Vous pensez que votre petit hobby de voiture vous rend important? Laissez-moi vous dire quelque chose, arrêtez, ai-je dit. Pas fort, pas féroce, juste stable. Et la pièce est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de sourdine. Je me suis tenu au milieu du garage, entouré de personnes qui sont venues parce qu'elles m'avaient choisi et confronté à des personnes qui sont venues parce qu'elles n'ont jamais appris à me respecter. Le contraste était aveuglant. Je ne vous dois rien, ai-je dit doucement. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, ai-je répété. Je ne vous dois rien. Ma voix n'a pas tremblé. Mes mains n'ont pas tremblé. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de leur colère. Je n'essayais pas de gagner leur approbation. Je n'essayais pas de me faire plus petite. J'en avais simplement assez. Chaque toit que j'ai réparé, ai-je continué, chaque facture que j'ai payée, chaque urgence que j'ai gérée, chaque fête que j'ai sauvée, j'ai fait tout cela parce que je tenais à vous. Mais vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Vous vous souciez de ce que je pouvais faire pour vous. Papa a ricané. Nous sommes tes parents. Exactement, ai-je dit. Et le jour où vous ne m'avez aimé que lorsque j'étais utile, c'est le jour où j'ai cessé d'être votre fille. Ils m'ont regardé, stupéfait, sans voix pour une fois. J'avais l'impression que de l'oxygène atteignait enfin une partie de mes poumons qui étaient affaissés depuis des années. J'ai cherché derrière l'établi, j'ai sorti une enveloppe brune que j'avais préparée des semaines plus tôt, bien avant d'admettre à moi-même pourquoi. Je la leur ai tendue. Voilà, ai-je dit.
Papa l'a attrapée et l'a déchirée. Des papiers ont flotté dans ses mains, des listes soigneusement imprimées de toutes les dépenses que j'avais jamais payées pour eux, assurance, réparation, frais, intérêts, minimum de cartes de crédit, courses d'épicerie, essence, réparation d'urgence des milliers de dollars, des années de ma vie. Tout en bas se trouvait une simple ligne de texte, « Ceci est tout ce que je vous ai jamais donné. Je ne donnerai plus un centime. Ne revenez plus jamais chez moi ou sur mon lieu de travail. » Maman a levé les yeux, son visage blanc. « Tu as écrit ça. Comme une sorte de contrat. » Non, ai-je dit, comme une clôture. Camilla s'est jetée sur Ethan comme si elle essayait d'attirer à nouveau l'attention sur elle. Tu vois comment elle est? Manipulatrice. Calculatrice. C'est ce que je te disais. Elle veut que tu la vois comme la victime pour que tu tombes amoureux d'elle. Ethan s'est éloigné d'elle si brusquement qu'elle a trébuché. Sa voix, quand il a parlé, était basse mais dévastatrice. Harper ne manipule personne, a-t-il dit. Elle respecte les gens. Elle assume ses responsabilités. Elle n'utilise pas les autres pour maintenir son image. Il a regardé directement Camilla. Toi, tu le fais. Camilla s'est figée, ses lèvres tremblant. Ethan, je ne suis pas parti à cause de Harper, a-t-il dit doucement. Je suis parti parce que j'ai enfin vu qui est vraiment ta famille et qui tu es vraiment. La phrase l'a frappé comme un coup physique. Un petit son brisé s'est échappé de sa gorge. Maman a tendu la main vers elle, mais Camilla l'a repoussée, les yeux fous d'incrédulité. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas essayé de la consoler. Je ne me suis pas excusé. J'ai simplement reculé, laissant la vérité s'installer. Mes parents sont restés là, trois silhouettes, dans l'embrasure de la porte froide, couverts de neige, de fierté et de déni, tandis qu'à l'intérieur du garage, la chaleur pulsait autour de moi comme un battement de cœur. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas explosif. C'était juste final. Veuillez partir, ai-je dit. Et ne revenez pas. Maman tremblait de fureur. Papa avait l'air d'avoir envie de frapper un mur. Camilla a commencé à pleurer des sanglots bruyants et aigus qui ressemblaient plus à de l'indignation qu'à de la douleur. Mais les mots d'Ethan ont transpercé ses lamentations une dernière fois. Harper ne t'a rien volé, a-t-il dit. Tu m'as perdu parce que tu n'as jamais appris à valoriser ce qui compte. Et quand je me suis finalement détourné, laissant la porte se fermer derrière moi, le cri de Camilla a résonné dans la neige qui tombait strident, fracturé et impuissant. Derrière cette porte fermée se trouvait tout ce dont je m'éloignais. Et devant moi, enfin, se trouvait tout ce que je choisissais à la place, la paix, les limites, le respect de soi, la liberté. 1 an plus tard, le monde avait l'air différent, non pas parce qu'il avait changé, mais parce que moi, je l'avais enfin fait. L'hiver est revenu au Colorado comme il le fait toujours, brossant les montagnes de blanc et enveloppant la terre dans un calme silencieux. Mais à l'intérieur de moi, rien ne se sentait plus froid. Les blessures qui battaient autrefois comme des nerfs à vif s'étaient estompées en douces cicatrices indolores, des rappels d'une version de moi-même que je n'avais plus besoin d'être. J'avais tenu ma promesse de m'éloigner. Après le chaos de Noël dernier, après les cris, les portes claquées et les accusations lancées comme des pierres, je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant près de 2 mois. Lorsqu'ils ont finalement essayé d'appeler, je n'ai pas répondu. Lorsqu'ils se sont présentés une seule fois, frappant à ma porte comme l'année précédente, je les ai ignorés jusqu'à ce qu'ils partent pas par dépit, pas par colère, mais par clarté. J'avais passé 29 ans à essayer de gagner une place dans une famille qui n'avait jamais eu l'intention de m'en donner une. Pour la première fois, j'ai compris que la clôture ne vient pas des excuses. Elle vient de la distance. Camilla et Ethan n'ont pas duré. Je l'ai entendu dire en passant par quelqu'un au magasin de pièces détachées. Apparemment, la rupture a été dramatique, publique, bruyante, remplie du genre d'accusations que Camilla lançait lorsque son monde a cessé de tourner autour d'elle. Ethan, à son honneur, est resté silencieux. Je ne lui ai jamais posé de questions à ce sujet. Nous avons gardé les choses simples, respectueuses, des textos occasionnels, des visites occasionnelles, pas romantiques, quelque chose de plus stable, de plus calme, une amitié construite sur la vérité, pas sur l'obligation. Ma vie elle-même s'est installée dans un rythme dont je n'avais fait que rêver auparavant. Redwood Garage a prospéré. L'équipe de course hors route a renouvelé son contrat pour 2 années supplémentaires. Un magazine de voitures classiques a fait un reportage sur mon travail de restauration.
Ma liste d'attente est devenue si longue que j'ai dû embaucher 2 nouveaux mécaniciens. L'un d'eux, un jeune de 19 ans que j'avais rencontré au foyer pour jeunes. J'ai encadré 3 adolescents de manière constante maintenant, leur apprenant non seulement à manipuler les outils, mais aussi à défendre leurs propres valeurs, même lorsque personne d'autre ne la voyait. Et au début du printemps, avec suffisamment d'économie et suffisamment de paix pour imaginer un avenir au-delà de la survie, j'ai acheté une cabane près de Boulder, un petit endroit niché contre la limite des arbres avec un porche enveloppant et un poêle à bois qui crépitait comme un rire lorsque les flammes prenaient. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi le premier espace que j'ai jamais possédé qui ne portait pas le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Je l'appelais mon lieu de guérison, bien que je ne l'ai jamais dit à voix haute. Je me réveillais avec le soleil qui réchauffait mes couvertures, je préparais du café et je m'asseyais sur le porche pendant que des cerfs erraient dans la clairière. Parfois, je lisais. Parfois, je dessinais des conceptions de moteurs. Parfois, je respirais simplement. Et ces matins-là, je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans la maison de ma famille, en sécurité, entière, chez moi. Mes parents ont essayé de me ramener dans leur orbite de temps en temps. Une carte d'anniversaire par la poste sans adresse de retour. Un message vocal de maman qui commençait par « Nous devons parler » et se terminait par « Rappelle-nous immédiatement ». Un texto de papa me demandant si je pouvais aider avec la chaudière. J'ai supprimé chacun d'eux. Ils n'avaient pas changé, mais moi, oui. Le pardon ne signifie pas retourner au feu qui vous a brûlé. Parfois, cela signifie construire votre propre chaleur ailleurs. Quand la fête de l'Action de grâce est revenue, je n'ai pas attendu une invitation. Pas que je m'y attendais. Au lieu de cela, j'ai préparé le garage comme je l'avais fait l'année précédente. Mais cette fois, la foule était plus grande. Les gens ont apporté plus de plats. Les adolescents ont amené des amis. Monsieur Owens a apporté sa nouvelle canne, sculptée en chêne et polie jusqu'à ce qu'elle brille. La fille de Marissa a apporté un dessin qu'elle avait fait du garage magique de Mademoiselle Harper, avec des guirlandes lumineuses et des gens souriants. Il y a eu un moment vers la fin de la soirée où je suis sorti prendre l'air. Le ciel était plein d'étoiles, brillantes et vives et innombrables. Derrière moi, les rires se répandaient du garage, chaud et plein. Et en écoutant, quelque chose à l'intérieur de moi s'est mis en place avec une tranquille certitude. Je n'étais plus la fille qui attendait en silence. Je n'étais plus la fille qui se pliait en 4 pour être utile contre des miettes d'affection. Je n'étais plus la sœur qui se réduisait sous le piédestal de quelqu'un d'autre. J'étais Harper Lane, mécanicienne, propriétaire d'entreprise, mentor, femme qui a construit sa propre table. Et j'ai enfin compris que m'éloigner de ma famille n'était pas la tragédie qu'ils voulaient que ce soit. C'était le salut dont j'avais besoin. Je suis retourné dans le garage, laissant la lueur des lumières se répandre sur moi. Quelqu'un m'a tendu une assiette. Quelqu'un d'autre m'a serré dans ses bras. Quelqu'un a crié « Harper, viens nous rejoindre ». Leurs voix se sont élevées comme un cœur plein de sincérité et de quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Pas de sang, mais choisi. À ce moment-là, debout au cœur de la célébration que j'avais créée, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais essayé de gagner l'appartenance toute ma vie, sans jamais réaliser que je pouvais la construire à la place. Alors que la nuit touchait à sa fin et que le garage se vidait lentement, j'ai regardé autour de moi la chaleur qui persistait dans l'air et je me suis murmuré la vérité que j'avais attendue des années pour comprendre. Ils ne voulaient pas de moi pour ce que j'étais à l'époque. Mais les perdre m'a aidé à me trouver. Certaines familles nous brisent, mais parfois partir est la façon d'être sauvé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti brisé. Je me suis senti libre.